Voilà, merci pour interagir avec nous. Vous le savez bien, sur la page Facebook, vous cliquez sur le bouton suivre, suivre Prophète Jean-David, et puis vous nous envoyez vos messages, on va les lire en direct. Nous recevons pour vous, dès l'entame de l'émission, nous vous avions dit que nous aurons un invité. Lui, c'est le docteur Silas Mamale Makangu. Mimile Makangu. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà. Alors, pratiquement une année qu'on ne s'est plus réveillé. Effectivement, plus d'une année. Plus d'une année. Oui. Tout le temps dans les airs, hein? États-Unis, Canada, France. C'est dans les partout. cadres de l'œuvre de Dieu, aussi dans les cadres de diverses formations que nous sommes en train de suivre. Voilà. Et vous avez eu votre diplôme? Oui, oui. toutes les Je soutenais félicitations avec brio ma thèse de doctorat en politique internationale, spécialement dans les questions liées à la géopolitique et à la géostratégie. Alors, combien de diplômes vous en avez maintenant? Écoutez, le but n'est pas d'acquérir plus de diplômes, mais c'est de donner assez de connaissances, d'autant plus que nous croyons que la vie est avant tout une question d'information. Et qui dit information, dit formation. Ça, c'est 40e, les 5e? Non, 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 troisième. Troisième Voilà. diplôme. Vous avez donc diplômé en théologie? Diplômé en théologie, en management et leadership, diplômé en politique internationale. Et puis encore, ça sera en quoi? Bon, on est en train de voir. Donc on n'a pas que ça dans la vie, on a une famille à gérer, on a une femme à entretenir, on a des enfants à élever. Alors, comment faites? Vous avez une église, pourquoi tout ça? Vouloir beaucoup étudier? Non, non, c'est pas vouloir. Ça n'a jamais été un jeu de plaisir, hein, les études. C'est très difficile, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline, d'autant plus que vous n'avez que 24 heures de temps par jour. Et il faut savoir comment le dispatcher, il faut un bon management de votre agenda. Mais je pense que chacun de nous a ses ambitions. On n'étudie pas pour le plaisir d'étudier, on étudie parce que l'on croit que le diplôme n'étant pas une finalité en soi, mais plutôt un moyen par rapport aux objectifs que l'on s'est assignés. Et moi, en tant qu'homme d'église, moi, en tant que leader, et moi, en tant que cette personnalité que j'essaye de construire par la grâce de Dieu, je pense que la connaissance pour moi est un impératif. C'est que le carburant est pour votre véhicule. Je pense que la connaissance l'est pour la vocation que j'ai reçue de Dieu. Alors, ça ne diminue pas la spiritualité, le temps de prier, le temps de lire la Bible? Sincèrement, je vous dirais qu'on n'a pas toujours le même temps de prière qu'on avait il y a 10-15 ans passés, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne dirais pas pour autant que ça diminue la spiritualité, parce que une véritable spiritualité repose sur la connaissance. Je ne vois pas un homme ignorant prétendre être spirituel. C'est de l'illusion. On ne peut pas être spirituel et ignorant. Qui dit spiritualité dit avant tout connaissance. Mais cela n'est pas aussi dans ces pléthores de connaissances, mais plutôt dans la qualité des connaissances que l'on a réussi à acquérir. Mais aussi ces connaissances ne doivent pas être acquises en fait d'en faire un simple dépôt, mais plutôt la connaissance a plus d'impact lorsqu'on sait la partager. Voyez-vous? Parce que c'est la seule chose que vous ne perdez pas une fois que vous l'avez partagée. Celui qui a 20 $ n'a plus 20 $ après avoir donné à un autre 10 $. Celui qui a 3 chemises n'a plus 3 chemises une fois que vous avez donné à votre frère une de ses chemises. Mais au contraire, la connaissance, vous ne perdez rien après l'avoir partagée. Vous avez le même capital, vous la gardez. D'ailleurs, l'avantage, c'est que vous avez multiplié les récipiendaires et ainsi, en vulgarisant et en démocratisant la connaissance, vous créez autour de vous un environnement beaucoup plus paisible. Un environnement où il y a beaucoup plus d'opportunités en termes de développement, mais aussi de transformation. La spiritualité ne baisse pas parce qu'on a beaucoup appris, mais c'est aussi question d'équilibre. Okay? Nous sommes dans une ère post la croix de Jésus, qui vient après post-ascension, où Jésus nous a rétablis dans l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, il nous appelle à être roi et sacrificateur. C'est-à-dire, nous sommes à la fois dans la dimension sacerdotale, mais aussi dans la dimension royale. Et je pense qu'au regard de ce que la vie nous présente comme défi
et contrainte, je pense qu'au regard de ce que notre société est aujourd'hui, je souhaiterais que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu prenne conscience de cet aspect des choses. Conformément à Apocalypse chapitre 5, le verset 10, qui dit « Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs ». La sacrificature, c'est dans le sanctuaire, c'est dans les temples. Et la royauté, c'est dans le monde séculier. Nous gagnerons beaucoup plus en impact en tant qu'Église si nous parvenons à amener les valeurs du royaume en dehors des 4 murs de nos églises locales. Une église qui reste dans ces 4 murs, c'est une église qui se sectarise. Et les sectes n'ont pas assez d'impact, à moins que ce mouvement spirituel comprenne le fonctionnement de la société et décide d'être ce que Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Vous êtes les sels de la terre, pas les sels du ciel. Donc c'est dans ce cadre-là que nous pensons aujourd'hui, Jean-David, il est important que l'Église se réveille au vrai sens du mot. Se réveille au vrai sens. Mais il y a d'autres qui disent que d'autres confessions religieuses taxent des églises réveillées comme des sectes. Ben, c'est de la bonne guerre. Hein. Il faudrait reconnaître qu'il y a une sorte de concurrence. C'est vrai que nous ne sommes pas des entreprises commerciales, mais étant donné qu'il y a une sorte de concurrence, bon, chacun cherche à ternir l'image de l'autre pour s'offrir beaucoup plus d'espace et d'influence. Le fait n'est pas qu'on dise de vous que vous êtes secte, mais vous devez éviter de vous sectariser. Okay? Mais aussi reconnaître que même ceux qui traitent les églises des réveils et des sectes, lorsque vous regardez, vous allez constater avec moi qu'il y a beaucoup de points de similarité. Déjà, nous utilisons la même Bible. Nous croyons au même Seigneur. Il y a certes des divergences d'ordre dogmatique ou doctrinal, mais je pense que si on devait être sérieux envers soi-même, nous n'avons peut-être pas le même regard, mais nous avons des fondements qui s'entrecroisent. Voilà. Alors, avant qu'on parle de comment privilégier la paix, comment préserver la paix, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez défendu en politique internationale. Voilà, en politique internationale. Ma thèse de doctorat repose sur la géopolitique et la géostratégie. Voilà, géopolitique et géostratégie. Nous avons la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comment situez-vous cette guerre? Est-ce qu'il n'y a que le Rwanda seul ou il y a d'autres multinationales par rapport à ça? Et comment la RDC devra certainement mener cette guerre? Écoutez, Jean-David, déjà des bases, chaque guerre ou chaque conflit armé a sa particularité. Et j'ose croire aujourd'hui le fait que cette crise ait duré 30 ans, ce n'est pas parce qu'elle était aussi difficile à en finir. La pérennité ou la durée de cette crise relève du fait que nous avons été très complaisants d'abord dans l'analyse des véritables causes de cette guerre. On ne peut pas guérir une maladie qu'on n'a pas diagnostiquée. Et lorsqu'il faudrait diagnostiquer, il faudrait éviter d'être émotionnel, éviter d'être complaisant, surtout éviter de s'attarder aux effets tout en ignorant les causes. Le Rwanda n'est qu'un éventail, un épouvantail. Le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Ce qui signifie en finir avec le Rwanda nous amènera une quelconque accalmie, mais pourrait demain nous surprendre en faisant surgir un autre ennemi qu'est le Rwanda. La crise du Congo part d'avant le conflit avec le Rwanda. Ce qu'il faudrait ici faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est que cette crise, elle est multiforme, multisectorielle, et cette crise se livre sur plusieurs champs ou théâtres de combats. Mais à ce stade, pour pouvoir trouver quand même une accalmie et pouvoir nous réorganiser pour que demain nous ne soyons pas exposés à de telles situations, il faudrait d'abord que nous puissions réfléchir comment mettre fin à cette crise, à cette guerre d'agression que nous fait le Rwanda. Or, pour y arriver, il faudrait que nous parvenions à disséquer, à
extirper les véritables causes pour lesquelles le Rwanda nous fait la guerre. Malheureusement, la majeure partie même des intellectuels et des universitaires congolais estiment que le Rwanda nous fait la guerre seulement à cause des minéraux. Ça, c'est une analyse très partielle. Et parce que cette analyse est partielle, on risquerait de trouver aussi des solutions partielles. Or, toute solution partielle n'est pas une solution. C'est la genèse de notre problème. Le problème sérieux auquel le Rwanda a toujours été confronté, c'est l'inadéquation qui existe entre sa démographie galopante et son espace réduit. Ce qui fait que depuis, même avant le régime Kagame, le Rwanda a toujours eu un souci, celui d'exporter une partie de sa population sur des terres non habitées chez ses voisins, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Ce qui fait que, par exemple, en 1989, alors que le président Juvenal Habyarimana était encore aux commandes du Rwanda, il va rendre visite au maréchal Mobutu lors d'un séjour que le maréchal passerait au parc de Virunga, où dans sa demande à son ami et frère, comme ils aimaient bien s'appeler, il va demander au maréchal Mobutu de lui octroyer 2000 km². Pourquoi? Parce qu'il en avait besoin afin de paître son troupeau, comme il a évoqué. Ce qui déjà à l'époque avait fait voir qu'il y avait un sérieux problème d'espace. Au Rwanda. Au Rwanda. Là, c'est en 1984. Déjà en 1984. Lorsque le président Nicolas Sarkozy est arrivé ici en 2008, il a évoqué cette problématique. Le plus grand souci avec l'universitaire congolais aujourd'hui, nous aimons traiter les questions les plus vitales qui exposent même notre existence en tant que république, en tant que société. Nous aimons les analyser pour satisfaire l'opinion publique, pour parler le langage de la masse afin d'être accepté. Alors qu'un intellectuel devrait être accepté, plus, voulais-je dire, de contredire ce que la masse pense, parce que la masse n'a pas le même niveau de critique que l'intellectuel, et l'intellectuel devrait ainsi proposer et au leadership politique, mais aussi à la masse populaire, ce qu'il pense être la thérapie ou la recette la plus probante pour résoudre cette crise. Donc, premièrement, c'est une question d'espace. C'est une question avant tout de la géopolitique. Ce qui fait que même si on laissait au Rwanda la gestion de tous nos minéraux, rassurez-vous que le Rwanda ne sera jamais satisfait parce qu'il fait face à un véritable problème. Quel est ce problème? Ce problème, c'est la petitesse de son espace. OK? De deux, lorsque le Rwanda nous fait la guerre aujourd'hui, c'est aussi parce que le Rwanda, ça il faudrait le souligner, a des ambitions non pas seulement hégémoniques en termes d'extension de son espace, mais aussi des ambitions de leadership régional. Le Rwanda, par le régime du président Kagame, voudrait aujourd'hui jouer le rôle qu'a joué le maréchal Mobutu durant la guerre froide, c'est-à-dire être le gendarme de la région. Et ce rôle-là, il se dispute avec le président Museveni. Ce qui déjà devrait même amener l'universitaire congolais et l'homme politique congolais à ne jamais dissocier les deux. Parce que le Rwanda et... J'en viens. Le Rwanda et l'Ouganda ne sont qu'un binôme. OK? Et je conçois très mal que l'on considère le Rwanda comme ennemi et qu'on se fasse ami de l'Ouganda. Le Rwanda voudrait jouer ce rôle-là. Mais dans l'entretemps, l'Angola aussi a réussi à étaler ses ambitions en termes de leadership régional. Ce qui fait que même l'implication de l'Angola dans le conflit congolo-rwandais n'est pas parce que l'Angola voudrait ramener la paix ou encore voudrait se ranger du côté de la RDC, mais c'est parce que l'Angola estime que s'il fait un très bel arbitrage dans ce conflit, cela lui faciliterait d'exhiber à la face du continent africain, pourquoi pas à la face du monde, que l'Angola s'est érigée en une puissance régionale qui demain pourrait aussi prétendre à être une puissance internationale. Ce qui signifie ici devrait nous amener, vous le savez certes, que les États n'ayant pas d'âme n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts.
C'est l'exemple avec le Burundi. Le Burundi ne se range pas du côté de la RDC parce que le Burundi est sain ou bien le Burundi serait le jumeau de la RDC, mais c'est parce que le Burundi estime que si le Rwanda parvient à contrôler la partie du Sud Kivu, c'est son régime qui serait menacé. Et en géopolitique, il est convenable pour un régime de faire la guerre lorsque sa survie ou sa stabilité est menacée. Même s'il faudrait faire cette guerre en dehors de son territoire, eh bien, c'est de la bonne guerre. Ce qui signifie ici, Jean-David, on ne peut pas gagner une guerre si nous n'avons pas réussi à ressortir les véritables motivations de l'ennemi. Parce que s'il faudrait négocier aujourd'hui, il faudrait tenir compte de ce que l'ennemi va évoquer comme prétexte, mais aussi tenir compte de ce qu'il ne va jamais évoquer comme prétexte, mais qui seraient les véritables raisons qui le poussent à faire la guerre. Parlant des multinationales, nous sommes aujourd'hui en pleine transition énergétique. Le monde du 21e siècle est un monde qui se numérise, qui se digitalise, un monde de la robotisation. Et cette robotisation aujourd'hui, cette migration vers l'intelligence artificielle nécessite des ressources naturelles. Et il s'est fait par bonheur ou par malheur que la République démocratique du Congo soit l'un des grands détenteurs dans son sol et dans son sous-sol de ces ressources, de ces matières dont le monde a besoin demain pour pouvoir survivre. Demain, on ne saurait pas être une puissance planétaire si on n'a pas à sa disposition ces ressources dont dispose le Congo. Ce qui signifie, nous allons rentrer dans la logique de la conférence de Berlin, qui avait perçu l'État indépendant du Congo, non pas comme un État normal, mais plutôt comme un condominium, c'est-à-dire un bien appartenant à tout le monde, un bien où chacun aura la liberté d'accès au bassin du Congo. Parce que c'est de cette manière que le monde international nous perçoit. Pour les autres, nous ne sommes pas un État, nous sommes un espace ouvert, un espace qui dispose des ressources appartenant aux uns comme aux autres, et on est simplement un sujet et non pas un acteur des relations internationales, d'où il faudrait tenir compte de ces paradigmes avec lesquels fonctionne l'Occident vis-à-vis de nous, et ainsi modifier nos paradigmes pour savoir comment survivre en tant qu'État lorsque l'on dispose ce dont les autres ont besoin. Parce que s'ils ont besoin de ce que nous avons comme ressources naturelles, eh bien, ils ont trois choix. Premier choix, c'est de venir par la coopération bilatérale, traiter avec le Congo de manière légale, telle que prévue par le droit international, pour pouvoir puiser ce qu'il y a chez nous et qu'en échange, nous recevions quelque chose d'eux. Deuxième possibilité, c'est de créer un état de l'instabilité, de créer une sorte de somalisation ou de la libanisation, c'est-à-dire un état de non-état. Que l'État fonctionne, l'État congolais ne soit État que de nom et non pas État dans la fonctionnalité. Ce qui permettrait à ces différentes multinationales de puiser nos ressources, même quand ils signeraient des accords avec le gouvernement congolais, mais qu'il y ait au moins un état de no man's land où ils puiseraient, comme dans un marché, ce qu'ils voudraient et ils iront vendre tout en paupérisant le Congo lui-même. Voyez-vous, ce qui justifie aujourd'hui que nous soyons le premier pays avec autant de déplacés, 7 millions de déplacés internes. Ça, c'est avant la chute de Sake et de Goma. Et aujourd'hui, avec la chute de Goma, millions, hein. Donc aujourd'hui, on peut aller à 8 millions pour ne pas exagérer. Il y a d'autres qui font déjà des 10 millions. Vous vous imaginez, et ces déplacés de guerre constituent aussi en soi une bombe de retardement. C'est-à-dire, en lieu et place de trouver des solutions, nous allons de problème en problème. Pourquoi? Parce que nous sommes complaisants dans l'analyse des faits. Nous sommes très superficiels lorsqu'il faut résoudre les problèmes, simplement parce que nous avons laissé l'émotion prendre le dessus sur la raison. Je pense qu'aujourd'hui, face à cette menace que nous brandit le Rwanda, menace qui n'est pas seulement une, parce que ce n'est pas le régime qui est menacé, mais c'est la République démocratique du Congo dans son intégrité et dans son ensemble qui est menacée. D'où la riposte devrait aussi être extra-institutionnelle, c'est-à-dire une riposte générale qui implique la classe politique, qui implique nos forces militaires et sécuritaires, qui impliquent la société civile et qui impliquent surtout les experts universitaires.
Cette guerre qu'on nous fait, le Rwanda n'a pas l'avantage des armes, le Rwanda a l'avantage de la raison. C'est-à-dire, le Rwanda considère cette guerre comme étant une question de survie pour son État. Et nous devons aussi considérer cela comme étant une question de survie. Déjà, il faudrait partir du paradigme qui nous a, avec lequel nous avons fonctionné longtemps et qui a engendré ces narratifs en parlant de la guerre à l'Est. La guerre de l'Est plutôt. On ne devrait plus parler de la guerre de l'Est, mais plutôt parler de la guerre à l'Est de la République. Ce n'est pas une partie du Congo qui est menacée, mais c'est le Congo tout entier qui est menacé. Et puisque nous sommes face à une menace aussi sérieuse comme celle-ci, je pense que la posture responsable et normale devrait être d'abord ressentie dans les discours que nous tenons. Que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la majorité, le discours devait être un discours rassembleur et non pas un discours qui discrimine et qui cherche à accuser qui n'a pas fait, qui n'a pas autant donné, qui a fait ceci. Parce que ici, cette guerre ne peut pas être gagnée que par le gouvernement. Déjà, nous avons constaté avec la chute de Goma que notre armée constitue en soi aussi un problème. C'est-à-dire, nous avons des vaillants hommes qui sont capables de se battre. Mais une armée, Jean-David, en géostratégie, une armée n'est pas définie simplement par le nombre de soldats qui la composent. Une armée n'est pas... Surtout que nous sommes aujourd'hui dans un siècle de la modernisation. Aujourd'hui, l'armée n'est pas... La force de l'armée n'est pas dans le nombre de ses troupes, mais c'est plutôt dans la qualité et dans la logistique. Mais ce qui fait la force de l'armée avant tout, c'est la chaîne de commandement. On ne peut pas gagner une guerre comme celle-ci avec une multiplicité de pôles de commandement. Il faudrait centraliser la chaîne de commandement. Voyez-vous? Parce que je pense qu'à ce niveau, l'homme politique devrait consulter l'universitaire. L'homme politique devrait prêter l'oreille à ce que disent les experts. Experts en géopolitique, experts en géostratégie, parce que il serait quand même aberrant de constater que ça fait 30 ans que le Rwanda continue à avoir de l'avantage dans cette question sécuritaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces multinationales s'intéressent au Rwanda, sachant que les minéraux ne sont pas là-bas, les minéraux sont ici, en République démocratique du Congo. Le Rwanda leur présente quoi comme offre? Si je dois être franc, le président de la République a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit que derrière le Rwanda, il y a tout un système. Et je pense qu'il faudrait étudier ce système, le démanteler et présenter une alternative. Mais l'alternative ne sera pas le discours, l'alternative ne sera pas un individu ou un régime, l'alternative sera un système. Parce que seul un système peut démanteler un système. Seul un système peut remplacer un système. Or, un système est une architecture. Un système est un chantier. Et comme tout chantier, ce n'est pas d'abord la volonté, c'est le mindset. C'est le logiciel qu'on appelle l'intelligence nationale. Il faudrait que les Congolais, dans son leadership politique, acceptent de se réconcilier avec les savoirs. Nous sommes en train de mener cette guerre par des émotions depuis 1997. Le Rwanda a fait chuter un des régimes les plus forts que l'Afrique a connu, le régime de Mobutu. Le Rwanda a été à la base de l'assassinat, avec beaucoup la complicité de la communauté internationale, d'un chef d'État en fonction en République démocratique du Congo. Le Rwanda a malmené le régime du président passé. Le Rwanda est en train de malmener aujourd'hui le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce qui suppose la durée ou l'avantage que le Rwanda a, ce n'est pas parce que le Rwanda a 4 poumons, mais c'est parce que le Rwanda a accepté de mettre l'intelligence au service de son mal, au service de sa campagne maléfique. Ok? Et il faudrait que le Congolais réplique aussi en ayant au minimum une intelligence équivalente aux Rwandais. Je ne dis pas que les Rwandais sont plus intelligents que nous, mais je parie aujourd'hui, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, le Rwanda a mis plus du sérieux. Voilà pourquoi le Rwanda a réussi à infiltrer
le monde politique congolais, a infiltré l'armée congolaise. Laissez-moi vous dire, cher ami David, l'infiltration est avant tout une activité intelligente. On ne fait pas l'infiltration avec les mains et le cœur, on fait l'infiltration avec les cerveaux. Si les multinationales vont derrière le Rwanda, c'est parce que le Rwanda a réussi à construire un narratif qui a séduit la communauté internationale, qui a séduit ces multinationales et qui leur fait croire que Kagame serait beaucoup plus crédible que le Congo. Alors, il faudrait leur prouver que nous avons la capacité, nous, en tant qu'État, de traiter d'égal à égal avec les États occidentaux, égal à égal entre guillemets, ok? Nous sommes capables de traiter comme il se doit avec ces différentes multinationales, mais aussi d'assurer une distribution équitable de la cagnotte qui sort de ces marchés que nous faisons grâce aux minéraux avec ces différentes multinationales. Question aussi d'éliminer toutes sortes d'insatisfaction, d'injustice, aussi de frustration, parce que ce qui nourrit la force de l'ennemi, c'est l'injustice, aussi dans le dispatching autour de la marmite nationale. C'est là où l'ennemi vient surfer. Donc nous avons intérêt aujourd'hui, David, je pense que par la résilience, il faudrait que cette humiliation soit changée en une opportunité où nous nous rencontrons autour d'une table, non pas pour décider comment on va dispatcher le pouvoir, mais comment mettre le Congo à l'abri de telles humiliations. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les stratégies qui sont mises en place pour appâter les Américains sur nos minéraux, est-ce que ce sont des stratégies à long terme? Ce sont des stratégies très conjoncturelles. Très conjoncturelles. C'est-à-dire des stratégies qui risqueraient de porter des fruits, mais des fruits vraiment à court terme. Comment ça? Or, un État comme la République... C'est ce que fait aussi le Rwanda. Ben écoutez, ce que fait le Rwanda, mais nous avons la possibilité de faire mieux que le Rwanda. Et puis David, il faut éviter de construire notre politique de défense que par rapport au Rwanda. Sur les 9 voisins que nous avons, du point de vue de la géostratégie, de notre position géostratégique, le Rwanda ne se présente comme étant en 4e position en termes de menaces. La première menace que nous devons toujours redouter, et s'il faudrait construire une politique étrangère en termes de défense, le premier pays que nous devons plus craindre, ce n'est pas le Rwanda. C'est quel pays? C'est l'Angola. L'Angola. L'Angola est 7 fois plus dangereux que le Rwanda. Donc, vouloir tout ramener... Le deuxième pays, c'est l'Ouganda. L'Ouganda. Troisième pays, c'est le Congo-Brazzaville. On dirait que c'est un très petit pays. C'est un petit pays. Bon, déjà, en géopolitique, la force de nuisance d'un État n'est pas toujours par rapport à sa petitesse. Israël, c'est un très petit pays, mais qui est en train de nuire tous ses grands voisins. Ok? Qu'est-ce qui fait du Congo voisin, du Congo-Brazzaville, un danger pour nous? C'est la proximité avec la capitale et le siège des institutions. C'est comme ça qu'en géopolitique, par exemple, il est conseillé de ne pas avoir la capitale qui soit trop proche des pays voisins parce que la déstabilisation se ferait de manière très facile. Atatürk, en Turquie, lorsqu'il comprend la vulnérabilité, il va faire déplacer la capitale de l'Istanbul vers... j'oublie le nom. Ankara, merci beaucoup. Vers Ankara. Au fait, parce que l'on comprend en géopolitique, la géopolitique consiste à réduire la vulnérabilité et à augmenter la menace que l'on constitue pour les voisins. Pourquoi? Parce que chaque État fait face à des contraintes en géopolitique. Première contrainte, c'est la survie. Il faut que l'État continue à survivre. Parce que les États sont comme des entités vivantes. Ils naissent, ils grandissent, ils vivent, et ils peuvent mourir. Un État peut disparaître. Ce n'est pas seulement la balkanisation. Un État peut être éclaté. Un État peut aussi connaître une mort cérébrale, comme avec ce qu'on appelle la somalisation ou la libanisation aujourd'hui. Vous êtes un État, un non-État dans un État. Ok? Alors, la deuxième contrainte à laquelle un État doit faire face, à part la survie, c'est la contrainte de la puissance. On ne peut pas survivre en tant qu'État si l'on se conforte dans l'impuissance. L'impuissance en soi est une capitulation. L'impuissance en soi est une posture suicidaire pour un État. Donc, vouloir tout ramener au niveau du Rwanda,
serait très fatal à l'avenir de la RDC. Voilà pourquoi, dans la conception de notre politique étrangère, chose qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été conçue, pour votre gouverne le Congo, République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais élaboré sa politique, n'a jamais défini sa politique étrangère. Durant la deuxième République, le maréchal Mobutu a joué une politique étrangère par procuration, c'est-à-dire il a joué le rôle que les Occidentaux lui ont assigné pour empêcher l'évolution ou encore la traversée du socialisme. Ce qui fait qu'après le démantèlement du bloc soviétique, après la fin de la guerre froide, les Zaïre s'est vu perdu et jusque-là, nous n'avons jamais défini quel rôle nous voulons jouer en tant qu'État. Or, Jean-David, en géopolitique, le pôle qu'occupe un État est déterminé par le rôle que va jouer cet État. Donc, dans l'élaboration de cette politique étrangère, nous tiendrons compte de menaces qui représentent le Rwanda, nous tiendrons compte de menaces qui représentent l'Angola, qui a une armée mieux entraînée que celle du Rwanda, qui a une armée plus aguerrie que celle du Rwanda, qui a un budget militaire plus élevé que celui du Rwanda, mais qui aussi partage plus de 2000 km de frontières avec nous. C'est-à-dire, si le Rwanda ne peut nous menacer que dans la partie orientale, l'Angola peut nous menacer au niveau du Bandundu, au niveau du Congo central, au niveau des Kasaï et même au niveau du Katanga. Un État doit être stratège, surtout lorsqu'on s'appelle République démocratique du Congo. Face à cette crise que nous sommes en train de subir, cette indifférence de la communauté internationale, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce qu'il y a eu une résolution au niveau du Conseil de sécurité. Ok? Certes, c'est une prouesse diplomatique, c'est une avancée, mais nous devons comprendre, comme l'a dit le chef de l'État, l'ennemi ne va pas lâcher. Et nous aussi, nous ne devons pas lâcher. Mais ici, il faudrait envoyer maintenant nos cerveaux au front. Pas simplement nos enfants, envoyer nos cerveaux. C'est-à-dire faire plus usage de la raison que de l'émotion. Alors, usage de la raison que de l'émotion. Alors, pour terminer, quel sera l'apport maintenant de l'Église pour la préservation de la paix? Parce que vous avez été beaucoup plus, Oui. Plus scientifique. Hein? Oui, plus scientifique. Et beaucoup de gens vont m'apprécier. Je reçois beaucoup de messages. Merci à vous tous. Alors, maintenant, par rapport à l'Église, que doit faire maintenant l'Église? L'Église a un double rôle. Premier rôle, c'est d'abord, comme je l'ai toujours dit, l'Église a un rôle de moralisateur. L'Église doit être le gardien et le garant de la morale dans un état, du bien-être, du bon sens, voulais-je dire, de ce qui est bon. L'Église est là pour montrer que le mal n'a pas besoin d'être applaudi ou acclamé, le mal doit être encadré, peu importe son auteur. L'Église a aussi un rôle à jouer aujourd'hui. Mais ici, Jean-David, il faudrait éviter de réduire le rôle de l'Église simplement à l'organisation des prières. Des fois, ça fait rire. Oui, parce qu'on dit que non, l'Église doit prier, l'Église doit organiser des collectes pour les FARDC, tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, même ces initiatives de demander à l'Église d'organiser des collectes, c'est une insulte pour notre pays. Ce sont des initiatives contre-productrices. Des initiatives qui n'encensent pas notre armée. Parce qu'une armée, Jean-David, sa force réside aussi dans sa capacité dissuasive, son côté mystérieux. Ok? L'Église ne peut pas prendre en charge l'armée dès lors qu'il y a un gouvernement qui a la possibilité de réduire les trains de vie des institutions et d'ajouter quelque chose pour la fonctionnalité de l'armée, pour renforcer sa logistique, son arsenal, mais aussi pour motiver la morale, le moral de ces troupes, afin que ces troupes se battent comme il se doit. Le rôle de l'Église, c'est de prier. Le rôle de l'Église, c'est de témoigner, d'amener les citoyens et citoyennes congolais qui fréquentent ces paroisses, ces cathédrales, ces églises, d'adopter une posture patriotique. Une posture qui les amène à soutenir et en parler en bien de leur
armée, mais aussi de prier en faveur des institutions. Mais aussi, lorsqu'on lit la Bible, vous savez que la Bible elle-même est un livre de guerre. Hein? La Bible commence avec une guerre et la Bible finit avec une guerre. La Bible est un livre de gouvernance, c'est-à-dire, si on veut prendre le travail des pasteurs au sérieux, on ne demanderait pas seulement aux pasteurs de prier pour la nation, mais on demanderait aussi aux pasteurs au regard de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire? L'exemple le plus probant, c'est Israël. Arrêtez de vous laisser berner par des pasteurs qui vous font croire que le Congo appartient à Dieu. Dieu n'est pas détenteur d'un passeport congolais. Dieu n'a pas une carte de lecteur. Il est le Dieu de toutes les nations, les bonnes et les mauvaises, les cruels et les démocrates. Il est le Dieu de tout le monde. Et le plus bel exemple pour nous en tant que pays qui se christianise, okay? Un pays qui sociologiquement se dit chrétien en dépit de la laïcité prônée dans la Constitution, nous devons prendre l'exemple d'Israël, Jean-David. J'ai participé à quelques conférences en Israël en 2015, à l'université de Tel Aviv. J'ai été ébloui de constater la sacralité que l'État d'Israël accorde à son armée. D'abord, le service militaire est obligatoire. À 17 ans, chaque fille s'inscrit dans l'armée et à 18 ans, chaque garçon. C'est obligatoire. Et pourtant, ils ont le Dieu d'Israël. 45% de l'arsenal militaire que Israël utilise est fabriqué en Israël. La seule raison pour laquelle un garçon ne ferait pas le service militaire, c'est lorsqu'il a opté pour le sacerdoce. Mais sinon, chaque médecin, chaque avocat, chaque journaliste que tu rencontres en Israël, même les taximens, rassure-toi, s'il a 25 ans, c'est qu'il a passé au moins 2 ans dans l'armée. Pourquoi? Il pouvait se croiser les bras et dire que Dieu va défendre. Non, on ne gagne pas une guerre en remplissant les stades dans les prières. Les prières sont d'une importance capitale. Nos soldats ont besoin d'un soutien spirituel, c'est-à-dire la prière, mais il faudrait associer à la prière les stratégies bibliques qui sont aussi liées à l'agression que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Arrêtez de croire. Au fait, cette guerre a aussi trop duré parce qu'on a cru que Dieu constituait un bataillon de nos forces armées. L'armée d'Israël. Voilà. Alors, il y a Enoch Mbouichikaya, depuis Ngalema, dit au docteur Silas Makangu, que je l'aime beaucoup et j'aimerais le rencontrer un jour pour parler avec lui concernant la jeunesse chrétienne, vu la grâce que Dieu lui a faite. Il y a aussi Allégresse Yamabo, je félicite votre invité. Il a bien dit, le Congo nous appartient et non à Dieu. Il est là pour tout le monde. Ouais. Il est là pour tout le monde. Alors vous êtes très nombreux fidèles téléspectateurs, vous nous aviez écrit. Et on ne saura pas lire tous vos messages. On a lu ce qu'on a vu. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup parce que chaque fois qu'on reçoit le docteur, il y a toujours des invités, il y a toujours des réactions. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie, cher ami. La promptitude avec laquelle vous avez répondu. Franchement, il fallait. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que ces 45 minutes n'ont pas été ennuyantes. Alors, ça vous a certainement fait du bien. Vous avez beaucoup appris. Ça n'est fini, ça fait pratiquement 3 heures qu'on a été avec vous, depuis 7 heures. Il est 10h46 minutes. À mon heure ici, c'est pas l'heure des télé 50, ça doit être 44. Hein? 44. Voilà. Merci, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. On se retrouve demain matin, même heure, même chaîne. Surtout, portez-vous très bien. Que Dieu procure la paix à la République démocratique du Congo. Et puis, ceux qui sont dans l'Est, Goma, Bukavu, nous vous portons à cœur. Nous sommes toujours à cœur avec vous et puis nous vous soutenons en prière. Portez-vous très bien, à très bientôt. MNC Production.